Alors l'humilité, c'est un sujet vaste et j'allais dire c'est un sujet que je qualifierais de révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui nous vivons dans des sociétés qui sont toutes sauf humbles. Et je crois que l'humilité n'est absolument pas encouragée ni cultivée dans la plupart des contextes dans lesquels nous évoluons. Nous sommes dans des sociétés qui recherchent beaucoup plus des exploits, des dépassements systématiques, qui sont des valeurs extrêmement positives et extrêmement promues, comme étant des valeurs d'efficacité, de performance. Et nous sommes aussi, parce que ça va avec, dans des sociétés non seulement qui recherchent des exploits et des dépassements, mais qui recherchent la promotion de ces dépassements et de ces exploits. Et ça, c'est l'inverse, tout simplement l'inverse de l'humilité. Alors maintenant, imaginez ce que pourrait être l'humilité dans ce contexte-là. Une révolution est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place. Si on devait un petit peu caractériser ce que peut être l'humilité, on la caractériserait évidemment de mille manières, mais moi, ce que je dirais, c'est que être humble, c'est d'abord reconnaître que l'on ne sait pas. Reconnaître que l'on ne sait pas faire. Et ça, c'est très difficile dans une société qui se gorge d'informations. Où finalement, d'une certaine façon, on est poussé d'une certaine façon à savoir un peu tout. Et quand on ne sait pas, à faire semblant qu'on sait. Et je crois que cette première humilité, reconnaître que l'on ne sait pas ou que l'on ne sait pas faire, va être quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en place et je pense nécessite un travail en profondeur sur soi-même. Un travail en profondeur sur soi-même pour reconnaître quoi? Pour connaître intimement ses propres limites. Être humble, c'est reconnaître intimement et honnêtement ses propres limites. Oui, mais ça fait toute une différence parce que si nous reconnaissons sincèrement nos propres limites, nous pouvons reconnaître celles des autres. Et je vais même aller plus loin, nous pouvons reconnaître celle de la Terre. On comprend bien aujourd'hui que les désastres écologiques auxquels nous assistons, ce sont des désastres qui sont liés justement à cette espèce d'arrogance humaine que de repousser en permanence les limites, y compris les limites, j'allais dire, de survie des organismes, de la vie, de la Terre, etc. Mais si tout d'un coup les hommes reconnaissaient leurs propres limites, ils reconnaîtraient, ils respecteraient les limites des autres et les limites de la Terre. C'est en ce sens que c'est un challenge que de réfléchir en termes d'humilité dans un contexte managérial, dans un contexte organisationnel. Moi, je pense que c'est une révolution parce qu'aujourd'hui, à mon sens, ça n'existe quasiment pas. Heureusement, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent aux différentes facettes de l'humilité et comment elle s'exprime dans différents contextes. La plupart de ces études mentionnent que l'humilité doit nécessairement impliquer une forme ou une autre de compassion envers soi-même. Self-compassion is a really important area of personal practice and personal mastery. When we exhibit self-compassion, we are able to direct our heartful concern towards ourselves. Why would we want to do that? Well, it turns out that when we do that, we actually open ourselves into a more trustable place. So when we show compassion for ourselves, we are able to be more with who we are and how we are. So if we're having a difficult day at work, being self-compassionate just shifts in very small ways our demeanor, our way of being. And it turns out that this is really important to interactions and socially with our colleagues. And how we can do this, well, it begins with deeper practice, but one suggestion I would have would be just when you're feeling like you're having a bad day, just pausing, taking moments periodically to pause and feel what that emotion is that's uncomfortable. The act of actually pausing to feel what we're feeling is the act of self-compassion. It actually helps open and breathe into the emotion a little bit. And by doing that, we give permission to ourselves to feel what we're feeling. We don't suppress our emotion, we allow it to come up just enough so that we can feel it and then it digests itself. And in this way, it really helps us access this deeper wellspring of self-compassion. So the link between self-compassion and humility is really interesting because to get to humility, we need to relax and to actually accept that we don't know and that we're meeting our own limitations. Self-compassion facilitates that humility. When we do self-compassionate work, we allow ourselves to feel what we need to feel. And as day-to-day life in organizations, we feel many things in our current time. We're stretched, we're pulled, there's a lot of tension and challenges. And so to come back to humility, we
practice being humble by having that self-compassion. It becomes more of a natural state for us. And in terms of leadership, especially authentic leadership, this is a very desirable trait. Alors comment est-il possible de faire preuve d'autocompassion? C'est un sujet un peu délicat et c'est un sujet qui doit reconnaître quand même un principe relativement fondamental sur ce qu'on appelle la paix. On ne peut vouloir être en paix qu'à partir du moment où nous sommes en guerre. La paix, ce n'est pas un état permanent, ce n'est pas un état naturel. Si ça l'était, on le serait depuis longtemps parce qu'on n'aurait pas grand-chose à faire pour que le monde soit en paix. Et je crois que la paix, c'est un état actif, c'est un état qu'on conquiert et qui nécessite, j'allais dire, un certain dépassement de soi. Donc faire preuve d'autocompassion, c'est dans un premier temps reconnaître à quel endroit nous sommes en guerre, à quel endroit nous sommes en conflit, à quels endroits nous sommes en crise, à quel endroit nous sommes en déséquilibre. Parce que si on ne reconnaît pas ça, il n'y a pas d'espoir de paix. L'ensemble des nations qui aspirent à la paix sont la plupart du temps des nations qui ont connu la guerre ou qui sont en guerre. Eh bien, au niveau individuel, on peut considérer que le principe est à peu près identique. Et donc c'est un exercice difficile parce que beaucoup de gens voient d'abord la paix, mais ignorent le prix à payer pour conquérir cette paix. C'est-à-dire reconnaître que l'on est en guerre, c'est-à-dire se reconnaître très imparfait, se reconnaître pas forcément dans les facettes qui nous mettent le mieux en avant, et puis ensuite dépasser cette guerre ou ce conflit pour à ce moment-là faire preuve d'autocompassion. Donc l'autocompassion, c'est d'abord, j'allais dire, une auto-reconnaissance de l'état de guerre dans lequel nous nous trouvons vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un service, vis-à-vis de n'importe quoi. Et c'est ça le plus difficile, j'allais dire, à faire passer, c'est ça le plus difficile à faire expérimenter. Avant d'être en paix, reconnaissons que nous sommes en guerre. À ce moment-là, la paix est véritablement possible. Et je crois que c'est le principe fondateur de ce qu'on peut appeler l'autocompassion. Aristote explique qu'on devient meilleur grâce à la fréquentation de notre meilleur ami. C'est extraordinaire d'avoir un meilleur ami. Ce qui est encore mieux, c'est d'être capable d'être son propre meilleur ami. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui se cultive avec les années, mais qui est précieux parce que à ce moment-là, on développe la capacité de mettre correctement en perspective les événements de notre vie, les actions que l'on a choisi de poser dans cette vie-là, où on est capable de cette mise en perspective qui se fait dans le respect, dans la compassion, sans indulgence indue à l'égard de soi-même. Ça nous permet de nous donner une deuxième chance. On se donne une chance de recommencer en s'améliorant. Donc, le perfectionnement qui est absolument nécessaire à l'amélioration de la compétence de prendre de bonnes décisions doit passer par la répétition de ces chances-là. Et pour avoir ces chances-là, on a besoin de l'amitié pour soi-même. L'éthique dépend de l'amitié pour soi-même. Une des raisons pour lesquelles on a besoin d'apprendre à faire preuve d'autocompassion, c'est que bien souvent, quand on apprend, quand on essaie d'innover ou de créer quelque chose de nouveau, on va constater que l'essentiel de ce qui nous gêne dans le fait d'atteindre les meilleurs résultats possibles, c'est nos façons habituelles de voir, de penser et d'agir. Que la majorité des difficultés récurrentes auxquelles on est confronté partent de façons de faire qu'on a toujours prises comme étant les meilleures. Et parfois, on le fait même de façon inconsciente, un peu sur le pilote automatique. Alors, ça demande de la compassion envers soi, de constater qu'on est au cœur de notre problème, si je puis dire, de ne pas se flageller, de ne pas se juger trop sévèrement. Puis le fait de faire preuve de clémence comme ça, puis de bienveillance envers soi, ça va nous permettre de faire la même chose avec nos vis-à-vis. Puis il est important d'être conscient que faire preuve de compassion envers soi, ça ne veut pas dire faire preuve de complaisance. C'est-à-dire, si je constate qu'une façon que j'ai de faire génère de la souffrance pour moi, pour les autres, ça ne m'empêche pas de vouloir le changer. Me complaire, ce serait au contraire simplement me dire « ben je suis comme ça, moi, de toute façon ». Alors, c'est très différent. La compassion envers soi, ça permet au contraire de vivre des changements, de s'engager humblement vers un meilleur avenir. Je crois que l'humilité, c'est aussi savoir que l'on ne sait pas pour questionner. Ce n'est pas uniquement, j'allais dire, constater que l'on ne sait pas, c'est reconnaître notre manque de connaissances pour questionner, donc pour progresser. Je ne sais plus quel texte dit, mais l'homme sans question est un homme déjà mort.
Et je crois que l'humilité est un vecteur de vie dans la mesure où elle nous met devant les limites de ce que nous savons pour nous inviter à questionner. Au niveau individuel, nous nous mettons à re-questionner le sens. Et tout d'un coup, nous pensons que le sens que nous avions des choses n'est pas éternel, qu'il a été temporaire, qu'il est devenu obsolète et qu'il doit se renouveler. Cette capacité à re-questionner le sens de nos existences à travers les crises que nous vivons, c'est véritablement une forme d'humilité. Alors, est-ce qu'il faut vraiment vivre une crise pour devenir humble d'une certaine façon? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement vivre une crise pour devenir humble, ou en tout cas pour générer un mouvement d'humilité. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'à la suite d'une crise ou pendant une crise, on est obligé de l'être. D'une certaine façon, ce sont des événements un peu exceptionnels qui ouvrent des espaces de transition où il y a un mélange des cartes et où là où il y avait de l'arrogance, eh bien l'humilité pointe son nez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une crise, d'une certaine façon, va venir de force, et parfois violemment, nous questionner dans des croyances que l'on avait et qui ne fonctionnent plus. Nous avions besoin de croire d'un certain nombre de choses, nous avions besoin de croire en un certain nombre de valeurs, nous avions besoin de croire en un certain équilibre pour pouvoir fonctionner. Mais nous ne voyons pas que cet équilibre devient obsolète, nous ne voyons pas que ces valeurs deviennent obsolètes, et tout d'un coup, une crise va venir mettre en désordre, rebrasser les cartes. Et nous n'avons plus aucun point de repère, véritablement, pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Comme je dis souvent, ce qui était blanc devient noir, ce qui était vrai devient faux. Mais nous, on était, j'allais dire, câblés pour fonctionner dans blanc et vrai, et non pas dans faux et noir. Or, dans faux et noir, on est bien obligé d'admettre à un moment donné qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas comment gérer, et qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Ça, c'est fondamentalement le cœur d'une crise. À cet endroit-là, on devient véritablement humble. Mais ceci pour dire que les crises sont des inducteurs quand même extrêmement puissants d'humilité parce que parfois nous sommes tellement arrogants qu'il nous faut un choc un peu violent pour tout d'un coup revenir à des choses qui soient beaucoup plus simples. Les gestionnaires qui souhaitent faire preuve de leadership doivent aussi intégrer cette valeur essentielle qu'est l'humilité. Being humble is a really important leadership virtue. When we're being humble, we're being true to ourselves and we're being more ourselves. And this stands in contrast to being more egocentric. And I like to make that contrast sometimes because when leaders are coming from an egoic place, they lack access to themselves and to one another and some of the latent intelligence and compassion. So in the case of humility, when we practice day-to-day humility, what we're doing is we're sending the message to ourselves that we actually don't know all the answers. And the act of doing that is really helps us bring a perspective into our day-to-day that's more on the even playing field and actually more honest. When we can be more honest, our responses, our thinking is freed from that kind of internal dishonesty that we have if we're trying to maintain a facade or look good with our colleagues. And so humility is a nice leveling function in leadership because when we're being humble, we're being real, we're being more as ourselves. We're not carrying on pretenses, and this becomes very desirable in organizations. Alors comment mettre en pratique des actes et des gestes d'humilité au quotidien, empreints d'humilité au quotidien? Il y a des choses très simples à faire mais qui sont très difficiles. On peut tout à fait, par exemple, aider quelqu'un dans un contexte professionnel ou aider quelqu'un dans la rue parce qu'on l'aide pendant 10 minutes et n'en parler à personne. Surtout pas le mettre sur Facebook ou les réseaux sociaux. C'est absolument étonnant de voir comment les réseaux sociaux sont des espaces où on va se promouvoir à travers, j'allais dire, les actes d'aide, de solidarité qu'on va avoir. Eh bien, je pense que la solidarité est très liée à l'humilité. Je pense que la vraie solidarité est une solidarité qui doit être anonyme parce qu'elle garde tout son pouvoir sur l'être qui a aidé. Et c'est un geste empreint d'humilité que d'être capable d'aider quelqu'un et de ne pas le faire savoir, même pas à ses proches, juste le garder pour soi. Quand on y réfléchit bien, c'est un exercice extrêmement difficile parce qu'une fois encore, nous sommes dans des sociétés où nous sommes tellement habitués à nous promouvoir que même l'aide à autrui est un outil de promotion pour soi-même. Ça a du bon de faire savoir qu'il est possible d'aider, mais parfois ça peut aussi avoir des effets pervers. Jusqu'à maintenant,
On a surtout parlé de l'importance de faire preuve d'humilité comme employé ou comme gestionnaire, mais l'humilité est aussi une valeur qui doit être au cœur du processus entrepreneurial. On a longtemps vu l'entrepreneur comme un être super-héros, solo dans son projet, qui n'avait pas besoin d'aide. Ceci dit, l'entrepreneuriat, c'est un acte collectif, donc on a besoin alentour d'autres personnes pour nous aider à ce que ce projet-là puisse fonctionner. Longtemps, il y a eu cette perception que l'entrepreneur, et les entrepreneurs eux-mêmes avaient cette perception, que demander de l'aide, c'était finalement d'affirmer leur incompétence comme entrepreneur, comme si le fait d'aller chercher auprès des autres des conseils ou des outils, c'était finalement admettre qu'ils n'étaient pas capables d'entreprendre. Or, on regarde aujourd'hui la complexité du monde des affaires, la globalisation, les changements vont très, très vite, donc ça demande aux entrepreneurs beaucoup de compétences et c'est très difficile seul de les avoir. Heureusement, les nouvelles générations, on le constate dans les études, on le constate lorsqu'on regarde les comportements, cette ouverture-là à aller chercher de l'aide est beaucoup plus présente. Donc aujourd'hui, on a renversé la vapeur en donnant la perception que pour être un bon entrepreneur, il faut savoir aller chercher de l'aide. Donc, une caractéristique d'un entrepreneur à succès, c'est celui qui sait aller cogner aux portes, aller chercher les outils dont il a besoin et mobiliser l'aide. Et heureusement, on a fait des progrès phénoménaux en la matière parce qu'aujourd'hui, l'aide disponible est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus nombreuse et elle est très disponible et accessible aux entrepreneurs. Pour demander de l'aide, il faut connaître ses compétences, ses ressources et admettre qu'il y a certaines compétences qu'on a moins. Donc, on exploite au maximum les compétences qui sont les nôtres et là où on a des lacunes, eh bien, on va demander de l'aide. C'est beaucoup plus efficace d'aller chercher de l'aide que d'essayer de tout faire seul.